Donc, je suis chargée de recherche au CNRS et historienne, spécialiste de l'histoire médiévale et notamment de l'histoire de la cartographie et des représentations de l'espace. Et donc, on m'a aimablement invitée à ce festival pour parler du climat, comme vous savez. Et la question c'était, dans les représentations de l'espace, dans la géographie médiévale, est-ce qu'on parle du climat? Est-ce que le mot climat a un sens? Et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui. Alors, oui, ce festival d'histoire de l'art est consacré au thème du climat, décliné sous toutes les formes possibles. Et vous savez bien que le climat est présenté ces dernières années comme un problème, comme l'objet d'une crise. Donc, dans l'actualité, on s'inquiète à juste titre du changement climatique, du réchauffement climatique, de l'augmentation des températures moyennes, du dérèglement. Et les scientifiques convergent depuis plusieurs années vers la certitude que cette évolution est d'origine anthropique, c'est-à-dire que les humains seraient responsables de ce dérèglement climatique qui est lié aux activités industrielles depuis le 19e siècle et qui a considérablement augmenté depuis les 50 dernières années. Alors, quand on m'a proposé ce thème, je me suis posé la question de savoir si ces préoccupations contemporaines avaient peut-être un écho dans la façon de penser la Terre et le monde au Moyen-Âge. Et je me suis demandé si la perception que nous avions actuellement du climat terrestre était la même que par le passé. Et il est évident que la réponse est non, en réalité. Donc le rôle des historiens face à des sujets d'actualité brûlants, on va dire même torrides, vous allez voir pourquoi, c'est de donner une perspective historique à la compréhension des phénomènes et aussi des répercussions sociales de ces phénomènes. Donc ce que nous appelons climat aujourd'hui, de manière consensuelle, c'est un ensemble de facteurs atmosphériques déterminés sur le temps long de la planète et qui ont une influence globale sur les biotopes, sur les milieux naturels et surtout sur l'occupation humaine des territoires. Et donc c'est le rapport de l'homme à son milieu qui est au centre de ces questions sur le climat actuellement. Alors la préoccupation du rapport de l'homme à son milieu n'est absolument pas nouvelle, elle fait partie même de l'histoire de l'humanité, de manière très claire. Et ce qui est nouveau, en revanche, de mon point de vue, c'est l'idée que ce climat global de la Terre évolue et que les hommes puissent en être responsables. Et ce que je voudrais vous montrer par mes recherches pour cette conférence, c'est qu'au contraire, dans la pensée antique et médiévale, le Moyen-Âge étant héritier de l'Antiquité de ce point de vue-là, c'est que les phénomènes célestes, c'est une donnée immuable au contraire. C'est une donnée immuable fixée par des règles naturelles qui dépassent largement les capacités humaines. Néanmoins, ce sont des données qui sont rationnelles et intelligibles. Donc même dans une perspective de l'Occident chrétien, la conception de l'univers est héritée de l'Antiquité qui n'était pas chrétienne, païenne, et c'est quand même l'idée qu'il y a un mécanisme de la nature qui dépasse largement les actions humaines, donc les humains n'ont pas à agir dessus. En revanche, ce que les humains peuvent faire, c'est le comprendre. Pour ne pas en dépendre, il faut le comprendre. Et donc la rationalité existe chez les philosophes de la nature dans l'Antiquité, mais aussi au Moyen-Âge. Contrairement à ce qu'on peut croire souvent, au Moyen-Âge, on réfléchissait sur la nature de manière scientifique, absolument. Alors, l'idée des cosmographes antiques et médiévaux, et jusqu'à un passé très proche, c'est que la nature, ou bien la création, si on parle en termes chrétiens, obéit à des règles fixes et qu'il faut déchiffrer. Il y a toujours cette idée dans les textes médiévaux que le monde serait un large message à déchiffrer, à comprendre, et que le sens de la mécanique du monde serait à découvrir. Alors, on va d'abord se demander d'où vient historiquement ce mot, et dans le petit résumé que j'ai mis dans le programme, j'expliquais que les climata, le mot climat vient du terme grec climata au pluriel, climat au singulier, climata au pluriel, du neutre pluriel, et qui désigne une inclinaison du Soleil par rapport à l'axe de la Terre. Donc les climats, c'est d'abord l'inclinaison, en fait, c'est les rayons du Soleil qui touchent le globe terrestre. Alors ça permet de définir la latitude par rapport à l'équateur. Et donc les climats, je vais vous l'expliquer en images, c'est une donnée astronomique avant tout. C'est l'idée que les astres ont une influence sur la Terre. Et donc, ce que nous allons appeler climat dans cette conférence, c'est non seulement cette conception grecque des climata, mais j'ai élargi quand même le propos
pour traverser tout le Moyen-Âge et en présentant comment sont représentées les différentes influences atmosphériques sur la Terre. Alors évidemment, dans une demi-heure, 3/4 d'heure d'exposé, je ne vais pas tout vous montrer, je vais montrer quelques images emblématiques et certaines vous seront peut-être familières, d'autres pas du tout. Donc n'hésitez pas à me poser des questions surtout. Et on va traiter ça en 4 parties. Une première façon sur les zones habitables, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut habiter à la surface du globe terrestre en fonction de la température. Deuxième point, on va poser la question des vents, parce qu'il y a aussi une conception de l'habitable qui dépend des directions de la rose des vents depuis l'Antiquité, avec des transformations, vous verrez, au XIIIe siècle. Après, je reviendrai sur la question des climata, qui en fait, c'est façon de le dire, qui devient habituel en Occident à partir, c'est connu dès le XIe siècle, mais c'est surtout à partir du XIIIe siècle qu'on traduit les textes arabes et qu'on se familiarise avec ces concepts antiques via l'arabe. Et je finirai par les conséquences de ces notions sur des questions ethnographiques. C'est-à-dire que l'habitable engendre aussi des façons de vivre dans ces différentes parties du monde qui sont comprises et étudiées d'une certaine façon au Moyen-Âge. Et là, je vais développer au XVIe siècle, à l'époque donc, de l'expansion européenne sur d'autres continents. Alors, donc je vous ai mis en illustration de titre, vous voyez, je la montrerai tout à l'heure, un petit bout d'une map-monde de Ptolémée. Ptolémée, c'est un savant du IIe siècle après Jésus-Christ, à Alexandrie, donc de langue grecque, mais dans l'Empire romain, et qui donc a développé une théorie géographique, la géographie de Ptolémée, fondée sur le concept de climat, c'est-à-dire ces rayons du soleil qui ont un impact différent selon la latitude. Mais on va revenir au Moyen-Âge occidental, et on commençait par les zones climatiques. Alors les zones climatiques, ce n'est pas tout à fait les climata, c'est simplement les zones plus ou moins chaudes ou plus ou moins froides à la surface du globe terrestre qui impliquent une définition de l'habitable. Alors ces concepts sont développés d'après Macrobe, qui est un philosophe de la fin de l'Antiquité, du 5e siècle après Jésus-Christ, dans le monde latin. Et cette philosophie ou cosmographie, astronomie, qui fait partie du quadrivium, l'enseignement des sciences au Moyen-Âge, s'est développée à partir du 5e siècle en Occident latin. Cette science n'est pas perdue, elle est copiée dans les monastères, elle est étudiée dans les écoles carolingiennes et ensuite elle est tout à fait développée à partir du XIIe, XIIIe siècle dans tout l'enseignement universitaire médiéval. Alors, un rappel, il ne fait aucun doute qu'on sait que la Terre est ronde au Moyen-Âge. Alors, je pense que c'est suffisamment médiatisé maintenant, mais comme dans les livres scolaires, ça traîne encore, je le rappelle. On sait parfaitement que la Terre est ronde et on l'enseigne. On l'enseigne avec des schémas qui vous montrent que la Terre est ronde. On l'appelle sphéra ou globus. Et on dit qu'elle est ronde comme une balle. Donc, je veux dire, c'est quand même complètement évident. Alors, à partir du moment où on sait que la Terre est ronde, par contre, il faut se rappeler qu'on est dans un système centré sur la Terre. Donc, on pense que le Soleil tourne autour de la Terre. Donc c'est ça, quand on parle de révolution de Galilée et de Copernic, c'est quand on passe au système héliocentrique, où les planètes, dont la Terre, tournent autour du Soleil. Donc dans l'Antiquité au Moyen-Âge, rappelez-vous, la Terre est au centre. C'est un point fixe au centre de l'univers, et tout l'univers tourne autour du globe terrestre, dont le Soleil. Alors, les rayons du Soleil parviennent à la surface de la Terre perpendiculairement à l'équateur, et de manière oblique par rapport à l'équateur au nord et au sud. Par conséquent, les différentes parties de la sphère terrestre sont plus ou moins chaudes ou plus ou moins froides. Donc, de manière très claire, dans de très nombreux manuscrits médiévaux, vous avez des illustrations comme celles que vous avez devant les yeux qui vous expliquent la position de la Terre au centre de l'univers, sa position par rapport aux points cardinaux, on verra aussi les vents tout à l'heure, et puis vous voyez le globe terrestre qui est divisé en zones. Alors est-ce que vous voyez bien? C'est tout petit, je pensais avoir un grand écran, je suis désolée. Alors vous arrivez quand même à distinguer, au centre vous avez une torrida zona, la zone torride, autour de l'équateur, en fait entre les deux tropiques, tropique du Cancer et tropique du Capricorne, vous avez une zone qui est réputée extrêmement chaude. Ensuite, vous avez Frigida Zona au nord et au sud, comme son nom l'indique, des zones très froides polaires.
C'est du bon sens, hein, voilà. Et puis vous avez entre les deux des temperata zona, des zones tempérées. Et donc ces zones tempérées, vous en avez une qui s'appelle habitabilis. Alors vous voyez que cette map-monde n'est pas orientée au nord, elle est orientée au sud. Et donc la zone qui correspond à l'hémisphère nord pour nous se trouve en bas là. Donc nous on habite là, dans la temperata habitabilis. Et remarquez que vous avez aussi une autre temperata dans l'hémisphère sud, et qui s'appelle antecorum, c'est-à-dire de l'autre côté. Alors, ça, c'est vraiment un schéma de base qu'on retrouve partout, décliné sous toutes les formes et sous toutes les couleurs. Et comme on est en histoire de l'art, ici, quand même, je vous en montre un très bel exemple. Alors, sachez que les cartes médiévales sont orientées pas forcément vers le nord, elles sont souvent orientées vers l'est dans le monde latin, souvent vers le sud dans le monde arabe, mais en réalité, ça dépend complètement du copiste, voilà, des commodités de la page du parchemin, du texte autour, etc. Donc, vous avez des choses assez variées. Alors là, justement, par exemple, vous avez la temperata habitabilis zona, ici, ce qui nous permet de penser que le pôle nord est de ce côté-là. Hein. Vous voyez? Et puis voilà, temperata antecorum est ici. Et puis au milieu, vous avez cette zone torride rouge vif. Ah, vous ne voyez pas. Il faut que je montre. Alors, il n'y a pas de pointeur, mais c'est terrible. Alors, donc, vous avez, avec mon petit doigt, la temperata habitabilis nostra, notre zone tempérée, est de ce côté-là. Donc, vous avez l'est en haut, le nord ici, le sud là, et l'ouest en bas. Donc, la temperata habitabilis antecorum, c'est-à-dire de l'autre côté, se trouve sur votre droite. Vous avez tout compris. Alors, bien sûr, ce que je vous expliquais, c'est que ça dépend de la manière dont les rayons du soleil arrivent sur le globe. Donc, à l'équateur, les rayons du soleil arrivent absolument perpendiculaires au globe, ce qui est vrai d'ailleurs, et ils arrivent de manière déclinée, hein, inclinée, c'est ce qui va donner climata, sur la zone tempérée, donc tiède, et puis les zones froides. Alors ce schéma est, voyez, agrémenté de diagrammes. En fait, c'est un diagramme avec des compositions ici qui expliquent aussi la position des vents et la position des principales propriétés de la matière, humide, chaud, sec, froid, etc. Et puis vous avez souvent les signes du zodiaque et d'autres signes qui peuvent s'ajouter à ces schémas. Je vous en donne un autre exemple que j'ai eu l'occasion de regarder un peu ces derniers temps. C'est un recueil de traités d'astronomie très ancien, il date du XIe siècle. Alors que les autres schémas que je vous ai montrés, c'est des variations du XIVe siècle. Là, on est au XIe siècle, donc c'est-à-dire qu'on est avant l'époque romane. Hein. On est vraiment à la fin de l'époque carolingienne, où on a déjà des schémas de ce genre-là. Et vous avez un savant qui habite à Saint-Benoît-sur-Loire, Fleury-sur-Loire, qui s'appelle Abon de Fleury, qui est abbé du monastère, est réputé pour être un très grand savant. Et on a conservé de lui des manuscrits très complets de compute, c'est-à-dire de traités sur le calendrier, sur la manière de compter, enfin des choses de géométrie assez sophistiquées. Et vous avez aussi des map-mondes qui représentent ces concepts astronomiques hérités de l'Antiquité. Et sur un des exemplaires qui se trouve à Dijon, vous avez une représentation du monde. Alors le nord, là, est en haut. Ah, vous n'avez pas la flèche, oui. Le nord est en haut, donc ça c'est facile. Il y a écrit septentrio. Et vous avez cette énorme zone torride au milieu. Et vous voyez que la partie tempérée du nord est développée sous la forme d'une carte. Et si vous regardez bien, en fait, cette zone verte que vous voyez ici correspond à notre mer Méditerranée. Et puis vous voyez une petite excroissance, je vais me lever si le micro le permet, une petite excroissance qui correspond à la mer Noire. Et puis vous avez la mer Caspienne qui est une petite excroissance verte là, et l'océan Indien à droite. Alors là, vous avez un développement de cette idée de zone tempérée habitable sous la forme d'une carte. Et par ailleurs, vous le savez peut-être, cette zone tempérée est développée au Moyen-Âge sous la forme de cartes en plus ou moins complexes. Les plus simples, on les appelle les cartes en théo. On a les 3 parties du monde connues au Moyen-Âge autour de la Méditerranée, inscrites dans un cercle. Mais ces cartes en théo ne représentent qu'en fait que cette petite pastille habitable dans la zone tempérée. Alors, je vous en donne un autre exemple développé. Cette fois au XIIe siècle, dans des manuscrits très intéressants d'un chanoine de Saint-Omer, hein, dans le nord de la France actuelle. Il a écrit le Liber Floridus, ça veut dire le florilège, le livre. Voilà, c'est un livre où il a
synthétiser des connaissances qu'il avait récoltées au cours de ses études en tant que clerc et chanoine. Et vous voyez cette représentation encore du même concept, mais là, vous devez à chaque fois faire l'effort de tourner votre esprit, parce que cette fois, la map monde est orientée vers l'Est. On y voit le paradis terrestre, qui est réputé selon la Bible être à l'orient du monde. Vous avez au centre cette zone réputée torride, mais qui est conçue ici par Lambert de Saint-Omer comme un océan, c'est-à-dire un océan qui serait au niveau de l'équateur, sachant qu'au XIIe siècle, on n'était pas encore allé très loin en Afrique et l'accès à l'océan Indien est extrêmement limité. Et vous avez là, cette zone torride, en fait, est assimilée à la mer Rouge, reconnaissable à sa couleur rouge. Donc vous avez une théorie issue de l'Antiquité, puis qui est déclinée selon les époques et les auteurs, en disant, bon, alors cette zone torride, est-ce que c'est de la terre ou est-ce que c'est de l'océan ? Est-ce qu'elle est connectée à la mer Rouge ? Est-ce que la zone torride, en fait, ça veut dire la mer Rouge ? Et vous savez que peut-être que le nom de mer Rouge n'a rien à voir avec la couleur rouge de l'eau, comme c'est répété dans tous les textes médiévaux, mais il y a des roseaux, ou bien il y a une terre rouge, enfin, il y a plusieurs hypothèses. Et tout ça, ça serait connecté à l'océan Indien. Alors voilà, la zone torride, eh ben, notre habitable donc, se trouve dans l'hémisphère nord. Donc vous voyez ici notre habitable, qui n'est pas divisé en 3 parties, comme on voit très souvent, mais qui est développé en petites régions divisées par des fleuves. Et donc vous avez aussi des cartes régionales qui vous montrent le détail de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, sachant qu'une grande partie là, donc vous ne voyez pas, mais une grande partie que vous voyez là, du côté de l'hémisphère nord, une grande partie est déserte, c'est l'Afrique, en fait, c'est la partie africaine désertique qui est encore inconnue à cette époque des Européens. Et puis, vous voyez, de l'autre côté, qui correspond donc à l'hémisphère sud, vous avez un long texte. Et là, l'auteur ne tranche pas. Il n'essaye pas de représenter un espace inconnu. On sait théoriquement qu'il peut y avoir des terres habitables au-delà de l'équateur et au-delà d'un océan, mais on ne sait pas ce qu'elles sont. Et il y a donc un long texte pour vous expliquer ça. Voilà, on sait qu'il y a une terre habitable au sud et on ne sait pas si elle est habitée et on ne sait pas si elle est habitée par des humains. Alors ça, c'est un débat qui remonte à très loin, qui remonte à l'Antiquité et qui a été commenté, ça vous le savez peut-être aussi, c'est connu, par saint Augustin, un des pères de l'Église. Ah, excusez-moi, d'ailleurs, j'aurais pas dû mettre un tiret entre Saint et Augustin, c'est une coquille. Alors, le Saint Augustin, père de l'Église, a commenté cette idée dans la Cité de Dieu à propos de l'existence ou non de races monstrueuses. On en arrive à l'ethnographie, là. Voilà, dans l'Antiquité, tous les textes plus ou moins sérieux expliquent qu'il existe dans des terres soit en marge du monde connu, soit peut-être dans les antipodes, dans ces terres de l'autre côté de la zone torride, vous avez des peuples qui ne sont pas vraiment humains, qu'on appelle de manière traditionnelle des peuples monstrueux ou des races monstrueuses. Et saint Augustin revient sur ces questions, notamment c'est Pline qui dit ça. Alors il dit, bon voilà, d'autres affirment qu'il y a des peuples d'une merveilleuse vitesse qui n'ont qu'une jambe, sur 2 pieds, ils ne plient point le jarret, on les appelle des sciapodes, parce que l'été ils se couchent sur le dos et se défendent du soleil avec la plante de leurs pieds. Et puis il énumère toutes sortes de monstres. Alors il y a des monstres qui n'ont pas de tête mais qui ont le visage sur le torse. Vous avez des monstres qui ont des très très grandes oreilles et toutes sortes de choses fabuleuses qui viennent de l'Antiquité grecque, qu'on appelle la paradoxographie d'Antiquité grecque. Alors il dit, pour ma part, on n'est pas obligé de croire tout cela. Est-ce que les chrétiens sont obligés de reprendre les bêtises qu'ont écrites les païens ? C'est ça l'idée. Quoi qu'il en soit, si ce sont des hommes, ils descendent d'Adam, si vous lisez en même temps que moi. Si ce sont des hommes, ils descendent d'Adam et donc ils doivent recevoir la révélation de l'Évangile. Mais ce que l'on raconte de ces peuples monstrueux est faux. Peut-être que ce ne sont pas des hommes. Alors, s'ils sont des hommes, ils défendent d'Adam. Sinon, ce ne sont pas des hommes. Donc, il tranche en fait sur la question précise de savoir si les créatures qu'on va peut-être rencontrer au-delà des océans, est-ce que ce sont des hommes ? Eh bien, si ce sont des hommes, ils descendent d'Adam. Mais là, il y a une impossibilité. C'est-à-dire que comment la révélation divine aurait-elle pu traverser les océans ? Et donc là, c'est une question ethnographique qui traverse le Moyen-Âge et qui est très importante à l'époque moderne. C'est comment est-ce qu'on va considérer les peuples des nouveaux mondes ?
Une fois qu'on a réussi à traverser les océans, que ce soit vers le sud ou que ce soit vers l'ouest, puisqu'on découvre l'Amérique à la fin du XVe siècle, eh bien, les peuples qu'on va rencontrer, est-ce qu'ils sont descendants d'Adam, hein, voilà. Et est-ce qu'on peut les considérer comme vraiment humains dans ce cas-là? Et donc, c'est une question qui se pose assez tôt. Alors, pour illustrer cette question juste au Moyen-Âge, vous avez un auteur du 8e siècle, Beatus de Liébana, qui est copié là dans un manuscrit du 11e siècle, en Espagne, qui, donc le copiste, illustre cette idée-là en présentant donc juste le coumen, c'est-à-dire juste le monde habitable, pas la totalité de la sphère, et orienté vers l'est. Donc vous voyez là le carré avec une croix, c'est le paradis terrestre avec les 4 fleuves du paradis, extrêmement schématisé. Hein. Vous avez un développement donc, de la Méditerranée au centre, l'Europe à gauche, l'Asie en haut, l'Afrique à droite, un espèce de fleuve là, à droite, c'est-à-dire vers le sud, qui correspond en fait à la zone torride. Donc sur certaines cartes, c'est rouge vif, mais là, le copiste n'a pas voulu. Mais surtout, ce qui m'a intéressé dans cette version de la carte, c'est le sciapode. Donc là, le copiste, en fait, répond à Saint-Augustin en disant « Ah bah d'accord, ce ne sont pas des humains. Ils existent, ils sont aux antipodes. Ils ont les pieds antipodes, ça veut dire les pieds à l'inverse de nous. Hein. C'est pas normal, ils sont dans l'autre hémisphère, ils ont les pieds à l'inverse de nous. Et donc, il l'interprète comme un sciapode. Donc, cette créature qui n'a qu'un seul pied, mais tellement grand qu'il peut s'abriter du soleil avec. Ce qui est assez curieux quand même. Alors, on arrive à ma deuxième partie. Outre ces théories qui sont savantes, hein, parce qu'on a des détails qui sont drôles et qu'on aime bien montrer en conférence, mais en fait, vous avez une démonstration scientifique et en fait, ça pose des questions. Est-ce qu'ils sont humains? Comment on peut les représenter, etc. Et toutes ces créatures monstrueuses, entre parenthèses, elles existent aussi dans les abbayes romanes hein, du XIIe siècle. Vous regardez les chapiteaux, vous avez une réflexion sur les limites de l'humanité. Donc l'humanité, mais aussi des êtres hybrides dont on ne sait pas s'ils méritent de recevoir la révélation. Alors, Beatus de Liébana, comme j'ai mis le texte à côté, vous voyez qu'il fait un commentaire de l'Apocalypse et qu'il explique que les apôtres du Christ ont été envoyés sur toute la terre. Donc ça, c'est l'acte des apôtres. Hein. Les actes des apôtres, ils ont été envoyés sur toute la terre, sur tout l'œcumène, c'est-à-dire la terre habitée. Pour évangéliser le monde. Donc là, on a vraiment une réponse graphique à cette question. Où s'arrête l'évangélisation du monde? Est-ce qu'elle peut franchir les océans? Alors, je passe à ma deuxième partie avec le monde sous l'influence de la rose des vents. Oui, parce que bon, là, on était dans des considérations astronomiques, mais au quotidien, ce qui intéresse le plus les humains de l'habitable, c'est les influences atmosphériques dont dépend leur quotidien. Alors, pas la météorologie. Hein. La météo, c'est effectivement à court terme des changements de la nébulosité, de la pluviosité, etc. Là, on est dans le domaine de la généralité. Hein, et donc, c'est plutôt une conception de l'espace qui serait gouvernée par les vents. Alors, les vents, il faut les comprendre dans deux sens. Depuis l'Antiquité, sous la forme de direction. En fait, ce sont des directions de l'horizon, hein, qui plus tard sera placée sur la boussole. Vous avez des directions de l'horizon auxquelles on donne des noms de vents. Et puis ce sont aussi les vents qui soufflent sur le monde. Vous avez deux concepts qui se superposent, ils ne sont pas toujours distinguables, c'est-à-dire la direction, le septentrion, etc., et le vent qui souffle et qui peut avoir des influences évidemment sur cette fois la météo et sur les récoltes, etc. Alors, dans l'Antiquité, vous avez 12 vents principaux qui sont représentés ici sur un manuscrit ancien, qui est conservé aussi à Saint-Omer. Donc vous voyez ici un dessin à la plume, avec au centre une terre qui est purement symbolisée par une fleur, donc pas d'effort de représentation géographique. On sait que c'est une représentation artistique, avec au centre le monde donc, qui est représenté sous la forme d'une fleur, et puis les vents, les 12 vents qui sont regroupés par 3, vous voyez, 3 x 4, autour du monde avec leur nom latin. Africus, Favonius, Corus, donc septentrio, vous voyez cette fois le nord est de ce côté-là. Hein. Alors, autre illustration de l'influence des vents sur le monde, toujours de la rose des vents latine, c'est dans un manuscrit des étymologies d'Isidore de Séville, un grand savant du 7e siècle après Jésus-Christ en Espagne, qui a compilé les savoirs antiques dans une œuvre énorme en plusieurs volumes.
Et donc, vous voyez donc au centre de cette rose des vents ce fameux schéma en TO, c'est-à-dire l'œcumène qui est partagé dans les 3 parties du monde connues, Europe, Afrique, Asie, sachant que le T, c'est la Méditerranée, la mer Noire et le Nil. Et tout autour, vous avez la représentation des vents sous la forme antique de têtes, de bustes qui soufflent sur le monde. Et dans cette représentation assez curieuse, chaque vent a son nom dans une sorte d'auréole, un cercle tout autour, mais c'est un vent qui parle. Donc ce n'est pas seulement le souffle, mais c'est une parole. Comme dans une bande dessinée actuelle, vous voyez que la parole du vent, qui en fait donne ses caractéristiques, se dirige vers le monde. Donc par exemple, vous avez un vent donc, qui va expliquer qu'il est construgo et nubes, c'est-à-dire qu'il va avoir amener beaucoup de nuages. Vous en avez un autre qui est très froid, frigida, etc. Et d'autres qui sont plutôt secs, donc qui sont plutôt humides. Donc cette rose des vents, elle correspond aussi à une conception donc, de l'horizon autour des terres, mais aussi de variations en humidité, en chaleur, qui correspondent aussi à la médecine médiévale. En fait, la médecine antique, qui est réinterprétée au Moyen-Âge. Et donc, vous savez que le corps humain est un microcosme par rapport à ce macrocosme. Et dans le corps humain, vous devez équilibrer des humeurs. Le sec, l'humide, le froid, le chaud. Et que l'équilibre de ces humeurs donne la bonne santé. Quand c'est équilibré, c'est en bonne santé. S'il y a un déséquilibre, ça conduit, selon votre tempérament, qui est plus ou moins chaud, plus ou moins froid, plus ou moins sec, plus ou moins humide, et bien, selon votre tempérament, vous devez atteindre cet équilibre. Et cet équilibre vous donne la santé, sinon vous êtes malade. D'accord ? Donc, toute cette conception du monde, vous comprenez qu'elle a un effet pas seulement sur la Terre en général, elle a un effet sur les êtres vivants qui dépendent profondément du climat. Donc là, on a vraiment cette conception tout à fait unifiée du monde, depuis le macrocosme jusqu'au microcosme. Alors, je suis toujours dans cette deuxième partie. Vous avez une autre conception des vents qui est cette fois plus technique et qui n'apparaît qu'à la fin du XIIIe siècle. C'est la conception des vents des marins. Alors, vous avez sous les yeux une carte marine ou carte Portulan. C'est une de mes marottes. J'étudie beaucoup ces cartes-là. Celle-là, elle vient de la Bibliothèque nationale. Et vous voyez que c'est une carte régionale de la Méditerranée. Je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Vous avez juste une représentation de la Méditerranée. Gibraltar à ma gauche. Vous remontez, vous voyez l'Italie, vous voyez la Grèce, la mer Noire, la Turquie, la côte syrienne, là. Puis là, hop, c'est la côte africaine. Ce sont des cartes régionales de la Méditerranée qui sont absolument remarquables. Donc, elles apparaissent en Occident, on ne sait pas trop comment, au XIIIe siècle, et qui disposent d'une échelle de distance, une échelle graduée, et aussi de direction. Et donc, alors bon, là je fais une digression, ce qui fait qu'une carte est ressemblante, en fait, par rapport au schéma, au diagramme que je vous ai montré. Ce qui fait qu'une carte nous paraît moderne, ressemblante à la réalité, c'est parce que, en fait, vous avez une échelle de distance et un respect des directions. Si vous respectez les distances et vous respectez les directions, et bien vous avez une reproduction en miniature d'un espace réel. C'est une des conditions. Alors, ce sont les premières cartes qui respectent ces deux conditions en même temps, et c'est pour ça qu'elles nous paraissent étonnamment ressemblantes, mais globalement. Il ne faut pas regarder trop dans le détail, mais c'est quand même déjà pas mal pour l'époque. Alors, vous voyez que ces cartes sont sillonnées de lignes dans tous les sens, et je vous en donne un autre exemple. Dans un atlas de Pietro Visconti au début du XIVe siècle, il a dessiné ce réseau de lignes qu'on appelle les lignes de rhumbe, ou les lignes de vent, qui correspondent aux directions de la boussole. Et ce qui change par rapport à la rose des vents latine, c'est que vous n'avez pas 12 vents, mais vous avez 16 directions. Donc c'est une rose des vents plus complexe, plus fine, et qui correspond cette fois encore aussi à des directions de l'horizon qui permettent de tracer un cap de navigation, ou de déterminer, tracer. Ces cartes ne portent pas de signe de tracé de cap, mais par contre ça permet de le calculer. Donc on utilise ces lignes de rhumbe pour calculer un cap de navigation. Et donc, c'est aussi une manière de penser l'espace, c'est-à-dire que c'est une grille conceptuelle pour comprendre l'espace. Et vous avez donc cette rose technique des vents des marins qui commence à utiliser la boussole justement à partir du XIIe siècle. Et ben, cette rose des vents, elle est appliquée sur les cartes de navigation de l'époque. Alors, un détail, ici vous avez un détail de l'Espagne, alors tourné vers le sud, ça faut toujours changer
tourner la tête. Vous avez l'échelle graduée des distances à droite, et vous voyez que l'espace est toujours gouverné, enfin pas toujours, mais dans ce cas-là, par des saints protecteurs. Hein. On est dans un univers aussi religieux. Alors, un petit détail de plus, oui, ici pour vous montrer un détail d'un manuscrit du XVe siècle, vous voyez très bien là le réseau de lignes, avec les lignes principales qui sont en noir, les lignes secondaires en vert, et puis les lignes jusqu'à 16 directions ou 32 directions, même parfois en rouge. Donc vous avez donc les caps nord, sud, est, ouest, avec des noms qui dépendent des régions, hein, mais qui sont des noms hérités de la rose des vents latine, mais auxquels on a ajouté d'autres vents, hein, pour arriver au total voulu par les marins. Et donc ces caps permettent donc de déterminer une certaine conception de l'espace. Alors je continue dans cette deuxième partie pour dire que s'ajoutent, en fait, ces deux systèmes de pensée coexistent pendant le Moyen-Âge. On ne va pas dire que les cartes marines ont remplacé les anciennes cartes. Et un autre phénomène, c'est qu'au XVe siècle, on traduit la géographie de Ptolémée, donc de ce géographe du IIe siècle, qui a été quasiment oublié en Occident pendant le Moyen-Âge, et puis qu'on redécouvre au XVe siècle en Occident, alors que c'était connu dans le monde arabe. Et on se met à traduire en latin cette géographie de Ptolémée, et on fabrique des cartes en fonction de la méthode préconisée par Ptolémée. Et bien, regardez la décoration de ce magnifique exemplaire qu'est la Bibliothèque nationale de France. Vous voyez qu'autour de la représentation du monde, élargie à l'océan Indien, orienté vers le nord, vous voyez notre petite Méditerranée en haut à gauche. Et vous voyez que le monde, l'œcumène, hein, selon Ptolémée, il fait 180 degrés du globe terrestre. Il est beaucoup plus étendu que ce qu'on pensait au Moyen-Âge. Et il englobe l'océan Indien à votre droite. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on va revenir, hein, sur cette map monde. Vous avez la représentation des 12 vents autour de la map monde, sous la forme de ces dieux ailés ou de ces poutis, puisqu'on a la Renaissance. On pourrait dire aussi que c'est des petits anges. Hein, c'est vraiment, vous avez vraiment un glissement, hein, iconographique d'un univers à l'autre, et puis donc qui souffle sur le monde. Alors, je vous donne un exemple. Cette fois, on arrive dans le XVIe siècle. Et là, on a une map monde de l'époque du voyage de Magellan, en 1519. Et là, vous voyez une représentation du monde, donc toujours l'idée du globe terrestre inscrit dans un cercle. Et cette fois, on y a mis l'Afrique, l'Inde, et on y a mis un continent austral qui fait penser aux antipodes, hein, rêvés depuis l'Antiquité, et que bon, on a cherché en vain à découvrir. Hein. Bon, c'est réduit à l'Antarctique, mais bon. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est que cette représentation, alors dans un manuscrit extrêmement riche, hein, offert au roi du Portugal, voilà, il a des éléments cosmographiques, donc 4 vents principaux, et qui ne sont d'ailleurs pas les directions nord, sud, est, ouest cardinales, hein, qui sont en biais, représentés sous la forme comme ça de divinités qui soufflent sur le monde, et puis le soleil et la lune autour. Alors, toujours. J'ai pas mal d'exemples à vous montrer dans cette partie. Battista Agnese, cette fois on est au milieu du XVIe, 1540. Il représente le trajet de Magellan, précisément. Vous voyez que cette ligne qui fait le tour du monde, c'est la représentation du parcours de Magellan, qui date donc de 1519-1522. Bon, Magellan est mort en route, hein, mais on continue à dire c'est l'expédition de Magellan. Et puis, vous avez la représentation autour de ce monde-là, donc toujours de ces divinités, ou de ces vents, ou de ces créatures, enfin bon, bref, ce motif iconographique, en fait, des vents qui soufflent sur le monde. Et si on va plus loin, bien, toujours au milieu du XVIe siècle, dans une cosmographie absolument magnifique de Guillaume le Testu, qui était offert à l'amiral de Coligny, avant la Saint-Barthélemy. Eh bien, vous avez une cosmographie qui a une partie très scientifique qui propose des projections du globe sur un plan, donc qui ouvre le globe terrestre sous différentes formes. C'est fantastique, sous forme d'un trèfle, sous forme d'un cœur, et là, vous voyez, sous une forme comme ça de globe ouvert. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a toujours cette représentation, bon, outre les armes de l'amiral, vous avez la représentation des poutis, là, des vents qui soufflent sur le monde. Et regardez celui-là, oui, vous ne voyez pas. Regardez en bas, hein, c'est une tête de mort. Et apparaît dans cette iconographie du XVIe siècle, une iconographie qui fait des vents du sud, des vents mortels. Voilà.
Alors, on peut l'interpréter. Alors, moi, je n'ai pas vu d'études précises là-dessus, mais ça serait intéressant de creuser la question. Est-ce que c'est un memento mori? C'est-à-dire, vraiment, on est au XVIe siècle où le thème iconographique du memento mori, souviens-toi de ta mort, apparaît beaucoup dans la peinture. Et donc, l'apparition d'un crâne, c'est peut-être à l'adresse du commanditaire, souviens-toi que tu es mortel. C'est aussi l'idée que certains vents sont pestilentiels. Et donc c'est une interprétation iconographique du fait que les vents du sud peuvent apporter des maladies parce qu'ils apportent voilà, un vent chaud et qui peut provoquer certaines maladies. Alors poursuivons avec ma troisième partie. Et là on arrive enfin au climata grec que je vous ai présenté en introduction. Parce que voilà la question de l'habitable, c'est pas seulement à quel endroit on peut habiter sur le globe terrestre, c'est il faut naître sous la bonne latitude. Il faut comprendre que la latitude, c'est-à-dire votre position par rapport à l'équateur, donc latitude vers le pôle nord ou latitude vers le pôle sud, bon, et ben cette latitude vous fait naître sous un certain climat, au sens grec, les climata. Et que ces climata vont déterminer non seulement une vie confortable dans un climat tempéré, mais aussi des aptitudes. Les climata, c'est une conception aristotélicienne, enfin, qui a été développée entre autres par Aristote, et qui détermine la nature des peuples, mais aussi de la faune et de la flore, en fonction de la latitude. Alors, ce qui vient d'une observation de la nature qui a son fondement, bien sûr, mais qui est figé dans une sorte de déterminisme. Vous naissez sous le bon climat, vous appartenez à tel peuple, vous avez telle caractéristique physique, mais aussi éventuellement morale. Alors, dans cette belle enluminure du XVIe siècle, vous voyez que Ptolémée tient un compas à la main, l'instrument du cartographe par excellence, et du géomètre, et qu'il regarde le ciel pour représenter le ciel sur la Terre. Et en effet, Ptolémée est un mathématicien, un astronome, et un géographe. Et son idée, c'est que ce sont les influences célestes qui permettent de comprendre la Terre. Alors la conception des coordonnées en latitude et longitude, qui est un héritage de la géographie de Ptolémée, ce sont d'abord des coordonnées célestes. On observe le ciel et on calcule la position des étoiles sur la sphère terrestre au-dessus de nous, céleste au-dessus de nous, en fonction de coordonnées, en prenant comme point de référence les pôles et l'équateur et l'horizon. Eh bien, ces coordonnées célestes sont appliquées à la sphère terrestre. C'est ce que vous voyez représenté ici. Et ça nous donne un système en latitude et longitude qu'on utilise toujours aujourd'hui, de méridiens et de parallèles. De parallèles pour la latitude, de méridiens pour la longitude, bien sûr. Alors voilà, donc cette représentation du XVIe siècle, vous voyez l'Afrique est bien dessinée, on l'avait déjà contournée à cette époque-là. Alors ce système des coordonnées géographiques et qui est lié au climata, puisque à chaque latitude correspond à un climat, au sens général, c'était connu dans le monde arabe depuis longtemps. Donc les géographes arabes, depuis le IXe siècle, l'utilisent dans leur cartographie. Et là, je vous donne un exemple qui est connu parce que on l'étudie même dans les programmes scolaires, c'est Al-Idrisi. Alors là, il est orthographié à l'ancienne, il est orthographié comme au XIXe siècle. Vous avez ici un fac-similé de la géographie d'Al-Idrisi, qui est donc un géographe arabe qui travaillait pour le roi de Sicile au XIIe siècle et qui a composé une géographie du monde entier connu à son époque, d'après Ptolémée, mais aussi d'après des connaissances plus récentes. Alors, le manuscrit d'Al-Idrisi est composé d'une map monde circulaire et de cartes régionales. Le principe d'Al-Idrisi, c'est de découper le monde comme ça avec des méridiens et des parallèles et de faire une carte régionale selon les climats. Donc, vous avez une série de cartes, par exemple, qui va commencer au premier climat en partant de l'équateur et ensuite, d'est en ouest, chaque espace entre les méridiens donne lieu à 10 cartes. Donc, vous avez 70 cartes, en fait, 7 climats, et donc ça fait 10 cartes par climat à peu près, et ça fait 70 cartes régionales. Alors là, ce n'est pas du tout ce que je vous montre. Je ne vous montre ni carte circulaire, ni carte régionale pour aller vite. Au XIXe siècle, on a fait un fac-similé en réunissant toutes les cartes régionales, comme un puzzle. Et ben, quand on réunit les cartes régionales, on a une carte du monde.
Donc c'est une reconstitution, hein, c'est pas dans le manuscrit ça. Donc facsimilé du 19e siècle. Bon, peut-être que vous vous y perdez un peu. Pour comprendre cette carte, il faut comprendre que cette géographie est orientée cette fois vers le sud. Et donc que la Méditerranée se trouve à droite, l'océan Indien se trouve à gauche, et là vous avez au centre la péninsule arabe, ce qui ne peut pas vous étonner dans une géographie arabe. Donc au centre, la péninsule arabe, Méditerranée à droite, océan Indien à gauche. Et donc tout cet espace-là est divisé en 7 climats. Donc là, l'image ne vous montre pas les lignes de séparation. Et dans chaque climat, vous avez donc une dizaine de cartes régionales très détaillées avec des toponymes précis. Où en suis-je de l'heure, je ne sais pas. Il n'y a pas de montre ici. Il me reste combien de temps? Il est moins le quart. Ah, j'avance un peu plus vite. Alors, dans le monde latin, ces connaissances, elles arrivent assez lentement à partir du XIe siècle. Vous avez des manuscrits, là, par exemple, du XIIe siècle, qui reprend cette idée des climata, donc, et qui mélange un peu. Vous avez le concept, donc là, c'est orienté vers le sud. Vous avez les 3 parties du monde en bas. Donc, c'est pas Théo, là, vous avez 3 parties du monde. Et puis, vous avez associé à cette map monde, c'est un peu compliqué à comprendre, vous avez aussi le système des climata. Donc de l'équateur au centre qui va vers le nord est en bas, et puis vous avez cette terre des antipodes avec un texte qui vous explique qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Je continue avec, un peu plus vite avec Ptolémée. C'est une autre map monde dans un autre manuscrit, mais c'est le même principe, sauf que là, pour montrer qu'il y a une projection cartographique d'un globe sur un plan, la carte a une forme de manteau qu'on appelle une chlamyde, manteau grec, une cape en fait, et qui permet de comprendre qu'on a pris un petit bout de la sphère terrestre et on l'a mis sur un plan. Et vous voyez que là encore, les vents soufflent autour du monde. Et si on regarde le détail, eh bien, à gauche de la map monde, vous avez l'énumération des climata, avec non seulement le nom, premier, deuxième, troisième climat, mais la durée du jour le plus long. Alors, je prends quand même 2 minutes pour vous expliquer comment on sait qu'on se trouve dans tel ou tel climat. Comment on connaît la latitude? Eh bien, une façon de le savoir, c'est de mesurer la longueur du jour le plus long de l'année, c'est-à-dire le 21 juin, le solstice d'été. Si vous êtes à l'équateur, le jour et la nuit sont toujours égaux. Si vous allez vers le nord, eh bien, en été, vous savez que les journées s'allongent, et plus on va vers le nord, plus les journées sont longues, et vers le cercle polaire, vous avez presque une journée qui dure 23-24 heures. En théorie, 24 heures au pôle. Voilà, donc pour savoir quelle est votre latitude, eh bien, vous savez quelle est la durée du jour du 21 juin. Et donc toutes les régions qui ont la même journée eh bien, sont à la même latitude. Hein, voyez. Alors, c'est ce qui est expliqué à gauche de la map monde. La durée du jour le plus long est de 13h, 14h, 15h, 16h, etc. Alors, de l'autre côté, vous avez d'autres influences célestes, sur la même diapositive. Je ne sais pas si c'est assez petit, mais vous voyez que vous avez les signes astrologiques. Hein, donc, ça fait partie, avec les vents, des influences célestes sur les climats du monde. Ce sont les signes astrologiques qui sont développés ici, avec une iconographie très très fine qui mérite d'être regardée de près. Alors, tout ça est décliné dans des cartes régionales. Donc, la géographie de Ptolémée vous donne la recette pour faire des cartes générales, des cartes régionales. Et au XVe siècle, on s'est amusé à dessiner la carte générale et les cartes régionales. Et donc là, vous avez sous les yeux la France, la Gaule. Alors, ça date du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est moins précis que les cartes Portulan et c'est interprété au XVe siècle. Et donc, il faut savoir que dans les mêmes manuscrits, vous avez une carte modernisée de la France avec ses contours beaucoup plus actualisés. Donc, ils avaient conscience de l'archaïsme de cette représentation. Et souvent, vous avez une carte moderne qui accompagne cette carte. Alors que la Bretagne souffre quand même, vous voyez. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que la forme de la carte, qui est un morceau de globe, donc toujours en trapèze, et puis vous avez les climats, climat, sextum, septimum, à droite, avec l'explication en termes de durée du jour. J'en arrive à ma 4e partie, et voilà, en fait, je suis trop longue, vers une ethnographie climatique. Oui, quelles sont les conséquences pour l'habitable? Alors, vous avez compris déjà que Saint-Augustin et tout le Moyen-Âge se posent la question de savoir s'il y a des humains au-delà des océans. Mais cette conception des climats a aussi une influence sur la conception qu'on a des peuples.
En effet, selon la latitude, les peuples ont la peau plus ou moins foncée ou plus ou moins claire. L'idée tirée d'Aristote, c'est que plus on s'approche de l'équateur, plus les gens ont la peau foncée. Hein. Plus on s'approche du nord, plus ils sont blonds. Bon, il y a un peu d'évidence ethnographique de l'époque, si vous voulez. Mais ça pose une question. Si les peuples se déplacent, est-ce qu'ils vont garder la même couleur de peau ou pas ? Si les peuples ont telles caractéristiques morales, donc par exemple, les Grecs sont extrêmement savants et courageux, les Arabes aussi, parce qu'ils sont juste à la bonne latitude. Plus on va vers le nord, plus les gens sont bêtes. Plus on va vers le sud, plus les gens sont je ne sais pas quoi. Et donc, voilà. Et donc, ces caractéristiques physiques et morales, est-ce qu'elles vont changer si les peuples se déplacent ? Or, on sait depuis l'Antiquité que les peuples se déplacent, migrent. Et puis, il y a toute une historiographie médiévale sur la migration des peuples. Les Francs, les Francs, ils viennent du Nord, hein, donc on va essayer de quand même les valoriser. Est-ce que, s'acclimatant au climat tempéré, est-ce qu'ils vont, enfin de plus tempéré du Sud, est-ce qu'ils vont devenir un peu plus intelligents ? Ça, c'est la question. Voilà. Alors, cette ethnographie, elle est développée à l'époque moderne, et je vais finir là-dessus un peu rapidement, en vous montrant d'abord un très beau manuscrit du XIVe siècle, c'est l'Atlas catalan, qui est un fleuron de la Bibliothèque nationale, qui est un atlas, hein, donc un livre, qui commence par des considérations sur les rapports entre le cosmos et le corps humain, comme vous pouvez voir, hein, je vais vite, et puis une explication sur les astres, etc. Après, vous avez une magnifique carte du monde, donc la partie européenne, là vous voyez la Méditerranée, la partie méditerranéenne, avec une ethnographie, c'est-à-dire que vous voyez en Afrique, là vous avez un roi africain qui s'appelle Moussa Meli, vous avez le sultan d'Égypte, vous avez des princes arabes, etc. Et cette ethnographie, elle est développée non pas en Europe. En Europe, il n'y a que juste des pavillons, ça ne les intéresse pas. Mais par contre, les peuples asiatiques sont représentés avec des caractéristiques physiques, ethnographiques. Et puis, vous avez la partie orientale, qui est largement inspirée de Marco Polo. Et ce qui est amusant, c'est que alors, en bas à gauche, vous avez l'Arabie et vous avez un musulman en prière, en habit traditionnel, voilé, etc. Mais alors, pour les autres rois, ils ont pris des rois européens. Ils n'ont pas cherché à les représenter de manière exotique du tout, en absence de, de connaissances. Donc voilà, ça c'est dans l'Atlas catalan. Mais par la suite, au XVIe siècle, au moment où les Européens traversent les océans et vont voir un petit peu ce qui se passe plus loin, cette ethnographie se développe. Et on a des représentations sur les cartes qui sont beaucoup plus racisées, hein, en réalité. Et donc, par exemple, en Arabie et en Inde, on va représenter les personnages comme noirs parce qu'ils sont à la latitude et les gens sont supposés être noirs. Et sur l'Atlas Miller, qui est donc cet atlas de 1519 offert au roi du Portugal, Manuel Ier, vous avez une représentation du monde entier connu à l'époque. Hein. Et vous avez notamment une des premières représentations du Brésil, magnifique. Et vous voyez que les Brésiliens, voilà, on les met à la latitude des peuples noirs. Donc les Brésiliens sont noirs. Voilà. Je dis, vous voyez, un systématisme de la représentation et qui n'est pas simplement une évidence physique de gens qu'on rencontre. En fait, la manière de classer les peuples, elle est déterminée par voilà, toute une réflexion ou des réflexes qui viennent des habitudes de pensée qui viennent de très loin. Et alors, je vous dis que les latitudes sont très importantes. Hein, vous les voyez qui sont marquées. On est sur une carte marine avec le concept médiéval de la rose des vents à 16 directions, mais on y surimpose la théorie des climats grecs, et donc qui donne nos cartes modernes. Et donc les personnages qui sont représentés sur cet atlas colonial, clairement du XVIe siècle, sont représentés aussi en fonction de la latitude. Et je vous en donne un dernier exemple avec cette carte qui représente l'Atlantique. Et l'océan Atlantique qu'on a traversé donc il y a très peu de temps. Hein. Christophe Colomb, 1492, et là on est en 1519. Donc Europe et Afrique à droite, vous voyez les galions, hein, magnifiques portugais qui traversent l'Atlantique, et vous voyez le Mundus Novus qui est la partie du Brésil, hein, qui va devenir une colonie portugaise. Et vous voyez les peuples du Brésil là, qui sont occupés donc, dans la forêt. Et vous voyez donc les îles des Caraïbes, et tout au nord, c'est l'Afrique du Nord. Alors, ce qui est intéressant, oui, l'Amérique du Nord. Oui, j'ai dit l'Afrique, pardon. Non, mais heureusement, vous suivez, c'est bien, merci. Donc, l'Amérique du Nord, bien sûr. L'Amérique du Nord, et l'Amérique du Nord, on n'a pas encore de carte, on a juste un petit bout du Labrador, un petit bout du Canada, en fait, et de la Floride. Donc, le Canada par là, et la Floride par là.
Et ce qui est fascinant, c'est une œuvre d'art, hein, enluminée par des enlumineurs qui se trouvaient à la cour de Manuel Ier, c'est que vous avez aussi une représentation de la faune selon les latitudes. Et là encore, bien sûr qu'il y a aussi une observation, un étonnement. C'est-à-dire que oui, à la latitude de l'Europe, on retrouve des cerfs, des forêts de feuillus. Donc vous voyez la représentation d'une forêt sauvage de feuillus avec des cerfs et des ours. Et puis, plus on s'approche des tropiques, plus on a une végétation tropicale équatoriale. Voilà. Alors, je finirai là-dessus. Hein, je ne peux pas développer davantage. Mais pour vous donner juste cette impression-là, bon, j'avais écrit une belle conclusion. Hein. Je vais voir si je vais dire encore. Oui, alors, la conclusion, c'est que, d'abord, la conception qu'on a du monde, il faut prendre en compte l'évolution du langage. J'avais remarqué ça en introduction, les mots n'ont plus le même sens au Moyen-Âge et aujourd'hui, même si l'intérêt entre les interactions du milieu et du vivant est une permanence. Alors par exemple, on ne voit plus l'influence des astres sur le monde, hein, sauf peut-être effectivement dans certains milieux, certains ont encore une réflexion de ce type-là, mais scientifiquement, on ne considère plus que les astres ont une influence directe, à part la Lune, sur le climat de la Terre. Les œuvres cartographiques du Moyen-Âge et de la Renaissance donnent une réponse en images à des questionnements. Là aussi, j'aimerais vous faire prendre conscience avec ces différents exemples que ce sont des réponses à des questions, mais ce ne sont pas des réponses scientifiques, ce sont des réponses artistiques. Hein, donc, selon la sensibilité du copiste ou du commanditaire, la réponse iconographique sera différente. Hein. On n'est pas face à de la science dure, hein, là. Voilà. Et les deux phénomènes de notre époque ont totalement changé notre rapport à l'espace terrestre. Alors, pour plusieurs points qui sont des banalités, mais qu'on peut discuter ensemble, c'est que d'abord, notre Terre tout entière est devenue l'œcumène. C'est-à-dire que nous habitons partout sur Terre. Alors qu'à l'époque du XVIe siècle, il y avait encore des espaces à découvrir. Et vous entendez bien ce fantasme de Elon Musk et je ne sais pas quoi, de quitter la Terre et d'aller encore habiter d'autres planètes. C'est un imaginaire colonial qui date vraiment de très loin, puisque au XVIe siècle, on a l'impression que notre œcumène, en fait, est tout d'un coup élargi à la surface du globe et que l'humain peut habiter partout. Vous avez vu aussi le thème de l'évangélisation, qui a eu une grosse importance au XVIe siècle. Les Indiens, malheureusement, en ont subi les conséquences, les Indiens d'Amérique. C'est qu'il faut absolument porter la parole évangélisatrice pour le meilleur et pour le pire. Et autre radicale nouveauté, alors ça c'est vraiment le XXe siècle, c'est que les humains, donc non seulement une capacité d'adaptation et d'expansion, mais qui peuvent influencer eux-mêmes le climat. Et ça, par contre, c'est une idée qui était vraiment tout à fait étrangère à cette pensée médiévale et moderne. Je vous remercie de votre attention. Il reste quelques minutes pour les questions.